Bonjour tout le monde. Merci d'être présent pour ce webinaire cet après-midi. Le gouvernement du Québec a mis en place une offensive de transformation numérique afin d'accélérer par les entreprises québécoises la maîtrise des outils numériques qui sont maintenant disponibles. C'est une initiative stratégique du gouvernement du Québec qui vise vraiment à mettre l'ensemble des ministères et des principaux acteurs travailler ensemble de façon à pouvoir aider les différents secteurs. Et il y a des différents projets qui ont été financés par le gouvernement du Québec, par le MEIE, Ministère Économie, Innovation et Énergie maintenant, dont deux dans le secteur forestier, un pour les usines de transformation du bois, où FP Innovation a un projet en termes de soutien aux usines de sciage dans la meilleure maîtrise de leur procédé de séchage, et un pour les opérations forestières. Et c'est celui-ci qu'on va vous parler cet après-midi, dont on va parler ce matin. Le projet qui a été confié par le MEIE consiste à sensibiliser et accompagner les entrepreneurs forestiers et les donneurs d'ouvrages au niveau du Québec, autant de la forêt publique que pour forêt privée, dans un virage numérique touchant directement les enjeux majeurs du secteur, notamment le déploiement de solutions de connectivité et la mise en place d'outils et de processus permettant de collecter des données et de les traiter efficacement. FP Innovation, dans ce projet-là, on est en collaboration avec Groupement Forestier Québec, qui, lui, est en charge d'un volet davantage au niveau des outils de planification et de gestion en forêt privée. Le projet est sur 3 ans, commençant en 2022-2023 et se terminera en 2024-2025. Et nos objectifs, c'est d'accompagner les intervenants pour au moins 10 régions du Québec en termes de solutions, d'implantation de solutions de connectivité en forêt et accompagner 65 entrepreneurs forestiers dans la transition vers un suivi à distance de leur performance au niveau de leur tête d'abattage. La clientèle cible, compte tenu qu'il s'agit d'un projet du MEIE, la clientèle cible n'est pas réservée aux membres de FP Innovation, donc c'est toute entreprise, tout entrepreneur forestier œuvrant au Québec, tout donneur d'ouvrage peut être intéressé dans la mesure qu'il travaille au Québec, et ça autant en forêt publique qu'en forêt privée. Maintenant, je vais vous présenter le premier conférencier qui va vous parler de la première dimension du projet. C'est Maxime Tanguay-Laflèche. C'est un Maxime à gauche, chercheur en transport et infrastructure. Maxime est ingénieur mécanique et travaille chez FP Innovation depuis près de 6 ans, je crois, au groupe des opérations forestières. Ses principaux projets gravitent autour des technologies de télécommunication et l'Internet en forêt, les dispositifs de consignation électronique et la télémétrie pour le transport, ainsi que des essais contrôlés en opération pour mesurer et réduire la consommation de carburant. Maxime va nous présenter sa conférence intitulée « Offensive de transformation numérique, connectivité dans les opérations forestières ». Maxime, je te donne la parole. Merci Yves. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent cet après-midi. Alors, laissez-moi placer mon écran et sans plus tarder, on va se lancer dans la présentation. Parfait. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des exemples de technologies pour amener la connectivité en forêt qu'on a implémenté là, dans le cadre de différents projets, vraiment là, pour les opérations forestières spécifiquement. Alors, plan de la présentation de façon très rapide. On va parler un petit peu du pourquoi est-ce qu'on fait ces projets-là. Puis on va parler ensuite directement de différentes technologies qu'on a mis à l'essai. Puis je vais rapidement résumer un peu le fonctionnement, les avantages, les inconvénients. Puis on va finir avec la technologie Starlink puis le service que FP Innovation fait dans le cadre du projet OTN.
Alors, la connectivité en forêt, bon, ben, on sait un peu les problèmes là, qu'on a en ce moment. Bon, la majorité des opérations, ils n'ont pas de connectivité dans leurs opérations. Puis par connectivité, on parle généralement d'un réseau cellulaire. Là. Très difficile d'échanger des données avec l'extérieur si on n'a pas de réseau cellulaire. Donc, ce qu'on veut faire, bon, ben, c'est amener une meilleure connectivité. Puis ça représente beaucoup d'avantages que je vais rapidement discuter, dont entre autres là, pour la sécurité. Donc, chez FP Innovation, nos objectifs, c'est les suivants. Ce qu'on veut faire, c'est amener l'Internet, spécifiquement en forêt. Avec l'Internet, que ce soit par un réseau cellulaire ou toute autre technologie, ben, on peut pas mal tout faire. Puis le rôle de FP Innovation dans tout ça, c'est de rester à l'affût des différentes technologies. C'est pas nous qui va les concevoir. On regarde ce qui se passe dans le marché, puis on les met à l'essai. On les déploie là, dans des opérations forestières au Québec. Puis avec ça, on analyse, on mesure les performances, les coûts, puis on informe des conclusions là, avec nos membres et avec les participants des projets. Donc, anciennement, ou du moins en ce moment, dans plusieurs opérations, très peu de connectivité. Il y a plusieurs informations qui sont tout de même échangées, mais ça reste à faible débit. Puis une utilisation typique, c'est justement du data muling en bon français. L'exemple classique, on prend une clé USB, on va aller télécharger des informations sur la clé. Puis c'est de même qu'on va faire un transfert d'informations de la forêt au bureau ou toute autre place là, où il y a une connectivité. Donc, c'est utilisé présentement pour de la télémétrie de base. Une autre technologie qui est assez courante, c'est les téléphones satellites pour les appels d'urgence. Outil le préféré des entrepreneurs. Je blague, c'est vraiment pas une technologie qui fonctionne très bien. Là. Et ce qu'on appelle de l'Internet des objets, en français, IDE. En anglais plutôt IoT, Internet of Things. Maintenant, avec les technologies que je vais présenter, il y a des solutions qui fonctionnent très bien, qui permettent vraiment d'avoir des hauts débits. Par haut débit, on peut parler de 100 plus mégabits par seconde là, en téléchargement et la même chose en téléversement, en download et en upload. Ce que ça permet de faire, c'est d'avoir une connectivité qui est vaste en temps réel. Évidemment, ça va dépendre des technologies, puis on va discuter un petit peu plus là, des détails là, dans les prochaines diapos. Donc, il y a beaucoup de cas d'utilisation qui sont possibles maintenant avec une connectivité qui est fiable et qui est réaliste en forêt. Tout d'abord, de façon très évidente, les transferts de données, que ce soit des données machines, des données des ordinateurs de la tête, que ça vienne de capteurs. Tout ce qui est donné, qui est enregistré, peut être téléchargé puis transféré là, en temps réel. Que ce soit des bordereaux de chargement aussi, pour le chargement en forêt, des feuillets électroniques, des cartes de temps, plein de choses de même du genre, là, où avoir une information, peut-être pas au jour ou aux semaines, mais plus rapidement devient valable. Bien, une fois que tu as de l'Internet en forêt, ça devient très facile, très réaliste de faire une implémentation. Un autre exemple classique, les mises à jour des maps des blocs de coupe dans les abatteuses, au lieu que ce soit un superviseur de terrain qui vienne le faire en personne avec une carte USB, ça prend beaucoup de temps. Si tu peux faire une mise à jour à distance automatique, c'est très, très rapide. Code d'utilisation que j'aime beaucoup, ça se passe en ce moment avec les entrepreneurs avec lesquels on a fait des installations de technologie. Tu peux faire des appels à distance avec des techniciens ou les fabricants des machines, que ce soit un problème technique, mécanique. Si tu as un problème dans ton ordinateur de bord de ta tête, tu peux faire un contrôle à distance, vu que tu as de l'Internet. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu en temps réel. Là. Un technicien qui est pris à distance la souris dans la tête d'abattage, puis il a pu réparer un petit problème là, dans le logiciel de façon super simple. Là. Les gars n'ont pas besoin de monter en forêt, ça sauve du temps et de l'argent. Avec l'Internet, évidemment, tu peux aussi faire des appels vidéo, des appels par voix. Ce qu'on fait en ce moment par l'application Teams de Microsoft. J'ai déjà fait des démonstrations comme ça où est-ce que je n'étais pas chez moi, j'étais en forêt. Fait que ça fonctionne très, très bien là, comme technologie. Là. On peut dire bye-bye au téléphone satellite aussi. Fait que ça, c'est une réduction des coûts. C'est très intéressant. Puis aussi des avantages là, côté sécurité. Maintenant, on peut parler de différentes technologies. Alors, un résumé très rapide. Voici 2 exemples de réseaux cellulaires LTE privés qu'on a installés dans les opérations de nos membres pour faire des essais. À gauche, c'était l'hiver au Québec, puis à droite, c'était dans l'ouest du pays là, durant l'été. Je ne vais pas vous expliquer toutes les composantes, là, puis toutes les différentes méthodes ou tout ça. Je vais simplement faire un résumé des avantages puis des inconvénients. Dans les avantages,
On a des tours qui sont très hautes, des technologies qui sont très performantes. Hein. Le marché existe depuis plusieurs années. Donc, on a vraiment une couverture très vaste. Plusieurs kilomètres carrés autour de la tour peut être couvert par un réseau cellulaire. Ça a une excellente compatibilité avec pas mal tous les appareils. Là. Qu'on parle des cellulaires, laptops, ordinateurs de bord, c'est tous des appareils qui ont déjà là, soit des cartes intégrées qui permettent de faire une réception du réseau cellulaire. Dans ce cas-là, c'était du LTE ou du 3G ou du 4G. Donc, c'est une technologie qui est très commune, là, qui s'est diffusée là, dans plusieurs appareils de télémétrie puis les appareils téléphoniques. Le problème de cette technologie-là, on le voit, c'est des très grandes tours, c'est coûteux, c'est assez long à déployer. On parle de quelques heures, voire un jour ou deux, ce qui n'est pas la fin du monde du tout. Mais si dans votre contexte, dans vos opérations, les gens de récolte ou de voirie se déplacent très rapidement, ce qui est probablement le cas, tout le temps à courir après les équipes pour aller installer des réseaux, c'est peut-être pas très viable comme technologie. Les équipements et la tour, c'est aussi des équipements qui sont très chers. Là. Alors, suite à ça, on a fait un petit peu une modification des essais qu'on voulait faire. Puis on a décidé de prendre une approche un petit peu plus mobile, un petit peu plus flexible, pour essayer de trouver une technologie qui va plus suivre les opérations de récolte au lieu d'avoir une position semi-fixe qui couvre un large territoire. Donc, il y a une nouvelle technologie. Je tiens à mentionner, là, pour nos membres, on a aussi des démonstrations enregistrées en direct où je parle plus en détail là, de la technologie, des pour et des contre. Donc, il y a une technologie qui s'appelle télévision espace blanc. Pour faire un court résumé, il y a quelques décennies, les télévisions étaient analogiques. Si vous vous souvenez, ça prenait une grosse antenne dans le toit ou sur une petite tour là, près de la maison qui captait le signal. Maintenant, ce signal-là n'est plus utilisé. Les télévisions sont plus analogiques. Donc, on a une bande de fréquence très large qui est libre, télévision, espace blanc. C'est pour ça que c'est appelé comme ça. Les plages de fréquence, c'est du 470 au environ 700 MHz. À titre indicatif du réseau cellulaire, c'est 900 MHz. Puis du Wi-Fi, là, du réseau sans fil qu'on utilise chez soi, c'est 2400 MHz. Donc, c'est une basse fréquence. Donc, ce que ça nous amène, c'est en théorie et en pratique, une performance plus optimale dans les conditions où il y a des obstructions. Classique en forêt, on a des arbres, des branches, des collines, du bois. C'est toutes des obstructions pour le signal. Donc, c'est une technologie qui performe très bien. On a doublé avec ça une installation beaucoup plus petite, beaucoup plus mobile. On peut voir à droite l'exemple de la tour qu'on avait utilisée. Un déploiement excessivement rapide là, en 15, 20, 30 minutes. Puis en bon français, tu flippes la switch, le réseau part, ça fonctionne très bien. Le tout est capté avec une radio qu'on avait installée là, temporairement sur le toit d'une machine. On peut voir à droite là, un petit carré, c'était une protection qu'on avait faite pour notre radio. À gauche, c'était une antenne pour capter le signal. Puis à toute fin pratique, à l'intérieur de la machine, on avait là, un petit réseau sans fil qu'on puisse connecter tous les appareils de télémétrie dans les abatteuses. Beaucoup plus économique qu'un réseau cellulaire. La couverture, évidemment, est beaucoup plus petite. On visait un bloc de coupe ou deux. On parle selon plein de conditions environnementales, 1 à 2 km de couverture, des vitesses de téléchargement, de téléversement qui étaient absolument compatibles avec les besoins. Là. Fait qu'on parle d'appels vidéo, envoyer des messages et les données machines. Mais malgré tout, c'est une technologie qui est quand même encombrante. Hein? Le fardeau revient aux entrepreneurs. C'est eux qui doivent bouger et transférer les équipements de secteur. C'est pas très optimal. Donc, avec tout ça, est venue l'arrivée de Starlink. Alors, Starlink, je vais sortir mon petit pointeur laser. On a un exemple de l'antenne ici, qui est ronde, un vieux modèle, et le nouveau modèle ici qui est carré. Bon, Starlink, c'est quoi? Ça vient de la compagnie SpaceX des États-Unis, puis c'est de l'Internet par satellite. Donc, ces antennes-là vont envoyer un signal aux satellites qui sont dans l'espace, en orbite basse. En ce moment, SpaceX en a presque 3500. Donc, on a une connectivité vraiment 24/7 sur l'ensemble du Québec. Donc, une fois que cette technologie-là était maintenant disponible au Canada, ce qu'on fait, c'est qu'on a été l'installer en opération, puis on a adapté ce système-là un peu pour répondre aux besoins des entrepreneurs en forêt. Donc, on a fait deux changements majeurs. Maintenant, l'équipement est arrimé au camion de service.
Ça rend l'installation, le déploiement, puis l'alimentation de façon très, très simple. Donc, le système de Starlink par défaut ici, on l'amène à l'intérieur du camion de service, puis dans le fond, on a un réseau sans fil, comme chez soi, dans l'intérieur du camion de service, un réseau que j'appelle un petit peu interne. Très pratique pour les opérateurs qui sont en lunch ou les mécaniciens qui veulent faire des appels avec l'extérieur, quoi que ce soit que tu peux faire avec un Internet haute vitesse. Tu peux le faire maintenant dans ton camion de service. Pour les machines, pour avoir accès aux données machines, qui étaient très importantes dans le contexte du projet OTN, puis Étienne, mon collègue, va discuter un petit peu plus là, de pourquoi est-ce qu'on voulait des données machines. Bon, ça prenait un réseau qui se rendait jusqu'aux machines. Donc, on a ajouté au système Starlink un autre routeur sans fil avec des antennes. On crée un deuxième réseau sans fil qui, lui, est conçu pour aller le plus loin possible, pour aller rejoindre les machines qui sont dans le bloc de coupe, qui bûchent relativement à proximité là, du camion de service. Donc, ce réseau-là est vraiment fait pour les machines, un réseau extérieur qui va le plus loin possible. Le tout est un système qui se déploie très rapidement. Ça prend quelques minutes. Il faut simplement monter les mâts, les différents mâts qui ont été installés par des entrepreneurs là, pour répondre à leurs besoins. C'est un système qu'on évolue aussi en temps réel là, pour aller optimiser le tout. Côté performance, on parle environ d'une couverture jusqu'à 500 mètres. Évidemment, ça dépend beaucoup du territoire, de l'élévation de la machine, l'altitude. Mais en général, c'est un système qui fonctionne très bien. Puis dans les machines, ça nous permet d'avoir de l'Internet dans la majorité du temps, ce qui nous permet de faire beaucoup de cas d'utilisation. Parfait. Ça ici, c'est un résumé un peu des spécifications techniques des différents systèmes de Starlink. Là. Le plus important là, que tout le monde veut savoir, évidemment, c'est les coûts. En ce moment, il y a un rabais qui est offert par la compagnie. Là. Donc, c'est les prix que j'ai mis ici. Là. Donc, le système qu'on utilise pour les entrepreneurs en forêt, c'est le service Roam, qui était anciennement appelé là, Camping Car RV. Pourquoi est-ce qu'on utilise ce système-là? C'est que dans le fond, ça ne fonctionne pas lorsque le camion de service est en déplacement. Donc, ça ne peut pas être installé sur un véhicule pendant que le véhicule bouge. Cependant, une fois que tu t'arrêtes, le système, il fonctionne. Donc, c'est très simple lorsque tu te déplaces d'un bloc à l'autre ou d'un chantier à l'autre. Pas besoin de faire de configuration ou de changement de rien. Dès que tu es dans la couverture Starlink, qui est dans l'ensemble du Québec, le système, il fonctionne. Poids, dimension, température de fonctionnement, on les a mis à l'essai cet hiver, ça fonctionne très bien. Évidemment, il faut faire attention au câble, là. Ça, c'est pas protégé pour les conditions en forêt. Mais sinon, le système, il performe très bien. Ça peut faire fondre la neige lorsqu'il neige. Donc, pas de problème de ce côté-là. Côté consommation électrique, c'est intéressant à savoir. Dans un camion de service, c'est important, là, faire la gestion de tout ça. Le système Roam, on parle environ d'un 45 watts en moyenne. C'est vraiment pas grand-chose. Il faut simplement s'assurer que le signal, le courant qui rentre dans l'appareil est fiable. J'ai aussi inclus le modèle résidentiel, qui est la même antenne, mais qui a des fonctionnalités un petit peu différentes. Ça, c'est l'utilisation un peu typique là, si vous voulez de l'Internet dans votre chalet ou votre maison. C'est ce modèle-là qui va être typiquement acheté. Et le forfait entreprise, vous voyez le coût, beaucoup, beaucoup plus cher, beaucoup plus performant, beaucoup plus énergivore en termes de consommation électrique. Mais pour un camp où tu as des dizaines, voire des centaines de travailleurs, plusieurs dizaines en même temps qui utilisent le service, le modèle entreprise, c'est vraiment plus adapté à cette bande passante. On a un membre qui a fait une installation récemment dans un camp. Pour l'instant, tout fonctionne bien, mais je vais être curieux de voir dans quelques mois, là, cet été, lorsqu'il va y avoir environ 150 personnes, je vais être curieux de voir là, comment est-ce que ça va comment est-ce que ce système-là va fonctionner. Parfait. Et finalement, un résumé un peu de ma présentation, un résumé du service qu'on offre spécifiquement pour la partie connectivité en forêt dans le cadre du projet OTN. 4 grandes étapes. La première, c'est qu'on va aller s'asseoir avec vous, discuter avec les gars en forêt. Pourquoi est-ce qu'ils veulent de l'Internet? Quel code d'utilisation serait intéressant pour eux? Est-ce qu'ils veulent avoir de l'Internet pour les téléphones cellulaires, juste les machines? Discuter un petit peu de c'est quoi leurs besoins, puis bien comprendre le pourquoi de la chose. Suite à ça, nous, on transforme ça un peu en requis technique, en spécification, ce qui va nous permettre de bien comprendre quelle technologie qui est la plus adaptée aux besoins, au cas d'utilisation, en tenant compte du budget,
L'infrastructure aussi, c'est un coût énorme lorsqu'on parle de la technologie TV White Space et d'un réseau cellulaire. Donc ça, c'est très important à bien cibler au début, là. Si c'est une technologie qui fait du sens, bien comprendre c'est quoi les requis techniques vont avoir un impact important là, sur les coûts. Suite à ça, étape numéro 3 ici là, dans la diapositive, choisir la technologie selon les coûts et les besoins. Au Québec, en général, c'est définitivement la technologie Starlink. Vraiment pas cher pour une entreprise en forêt, en fonction des besoins et des codes d'utilisation que ça représente. Mais par exemple, dans l'ouest du pays, où est-ce que les densités des opérations sont beaucoup plus grandes, un secteur peut avoir jusqu'à 20-30 machines. Bon, ben là, les autres technologies font peut-être un petit peu plus de sens côté simplicité d'installation et de déploiement. Et finalement, numéro 4, on accompagne les entreprises forestières et les entrepreneurs en forêt pour faire l'achat. On leur offre une liste d'achats, les composantes. On les met à jour ou on les modifie spécifiquement pour leurs besoins. On leur présente d'autres entrepreneurs en forêt qu'ils ont installés pour leur donner des idées là, comment faire l'installation. Certaines composantes aussi qu'on peut faire de la préconfiguration pour eux, tout ce qui est la partie un petit peu plus réseautique. On s'en occupe. Les câbles sur mesure, puis tout ça. Là, fait qu'on fait un déploiement avec les entrepreneurs en forêt. Puis je suis tout le temps disponible là, pour répondre à leurs questions si jamais là, ils ont des problèmes. Maintenant qu'ils ont du Starlink en forêt, là, c'est très commun. J'ai des entrepreneurs qui sont dans le nord du Québec qui m'appellent, ils ont une petite question. Bon, ben, plus besoin d'attendre qu'ils reviennent au camp là, en soirée. Ils peuvent le faire directement lorsqu'ils veulent, texto, Facebook là, ou par mes coordonnées. Alors, c'est ce qui résume ma présentation pour la partie connectivité en forêt. N'hésitez pas à poser des questions. Merci. Merci, Maxime. La meilleure façon de poser vos questions, c'est de soit lever la main et d'ouvrir votre microphone, ou vous pouvez aussi utiliser la fonction chat dans le haut de votre écran pour typer votre question, si vous avez des questions. Philippe? Oui, bonjour. Une petite question sur la distance à partir du camion de service. C'est à peu près 500 mètres. Est-ce qu'il y a des options de relais? Par exemple, du camion de service à une abatteuse, puis d'une abatteuse vers un autre équipement? Est-ce que cette technologie-là peut exister aussi en forêt? Là? On voit ça en entreprise ou dans les résidences. Là. Oui, c'est définitivement une technologie qui existe. Là. En anglais, ça s'appelle du Mesh Network. Où dans le fond, chaque client devient un relais. Donc oui, c'est absolument possible. Je sais que simplement Starlink, eux, ils offrent là, les composantes pour ça, vraiment pour une maison. C'est classique, dans ton sous-sol, le signal sera moins bien. Tu peux faire ce type de réseau-là. Dans les cas d'utilisation en ce moment pour lesquels j'ai travaillé, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment mis à l'essai. La raison étant que c'est rare d'avoir vraiment plusieurs machines où tu as comme une machine qui est derrière l'autre. Donc, si tu passes à ton camion de service, puis tu vas aller rejoindre une machine qui est très loin, les chances que tu aies une machine entre les deux, pas mal en tout temps, pour t'assurer que tu aies une couverture fiable, c'est assez rare. Là. Mais oui, c'est certainement possible avec des composantes là, qui sont vraiment disponibles là, sur le marché. Là, oui. Oui, la question, je comprends la réponse, merci. Puis c'était juste voir aussi, si des fois, sans nécessairement avoir une machine directement entre les deux, mais le fait qu'elle soit la machine la plus loin, qui est par exemple 450 mètres, d'avoir un signal qui est moins bon que celle qui est près. Là. Donc, mais oui, pour continuer là-dessus, tu pourrais avoir un mât sur mesure avec une petite batterie, puis là, oui, avoir un peu un deuxième mât. Tu pourrais aller poser en forêt un autre mât qui agit comme récepteur et émetteur, agir comme un relais fixe. Là. Tu pourrais même en accrocher un dans un arbre. Évidemment, là, on parle de choses un petit peu plus complexes. Là. Mais oui, c'est certainement quelque chose qui est possible. Si c'est un besoin qui est identifié par les gars en forêt, ils me disent le signal ne se rend pas vraiment assez loin, il faudrait qu'on fasse de quoi. C'est quelque chose qu'on pourrait explorer. Oui, c'est une excellente idée. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? On a le temps? Oui, Martha? Oui, bonjour Maxime, merci pour ta présentation. J'aimerais savoir le coût pour des autres technologies, là,
Pour réseau cellulaire LTE puis TV Whitespace, c'est à peu près combien? C'est une excellente question. Ça dépend beaucoup. Le facteur principal, c'est vraiment, puis là, je me répète, c'est l'infrastructure, c'est ta tour. Une tour que j'ai présentée, je me retourne à ma diapo, là. Dans les tours ici, là, je vous explique, là, il y a une tour qui coûte environ quelques dizaines de milliers de dollars, puis il y en a une qui coûte plus que 100 000. Donc, cet aspect-là a un impact significatif sur les coûts. Un autre impact aussi qui est très intéressant, c'est lorsqu'on parle de coûts, juste en dollars, OK, c'est intéressant, mais les dollars par mètre cube aussi, c'est vraiment le métrique qu'on veut aller chercher, parce qu'il peut avoir un système qui est très cheap, mais s'il ne couvre aucune opération, ça ne vaut rien. On a fait des analyses un peu là, sur le bord d'une napkin, là, disons, là, puis on parle environ 1 à 2 dollars par mètre cube, là, ce qu'on avait mis à l'essai en termes de portée potentielle à long terme et tout ça, là. Je reste un peu vague, mais il y a vraiment beaucoup de variables qui rentrent en compte, là. Fait que pour le réseau cellulaire, je dirais environ ça, là, 1 à 2 dollars par mètre cube, ce qu'on avait estimé, qui est vraiment cher, là, on ne se le cachera pas. Pour la technologie TV Whitespace, c'est beaucoup moins cher en termes de dollars. La tour ici de la compagnie Lyco, je ne peux pas vous lancer des faux chiffres, mais si je ne me souviens pas, leur solution vraiment là, complète avec génératrice, panneau solaire et tout ça, là, ce tour-là, c'est environ 70 000 $. Donc, c'est significatif si on parle d'un réseau pour un entrepreneur qui a quelques machines, c'est beaucoup d'argent. La technologie TV Whitespace, on parle des radios, des antennes, de la partie machine, c'est vraiment pas cher. C'est peut-être quelques milliers de dollars, en bas de 5 000 $. Mais l'aspect qui est commun avec les 3 technologies que j'ai présentées, l'infrastructure, c'est le plus cher. C'est ça qui est le point fort de Starlink. Ça prend juste un mois. Ton mois te coûte 80$. Merci, bonsoir, parce que ton infrastructure, dans le fond, c'est ton camion de service. Est-ce que ça répond à la question? Oui, merci. Plaisir. Je vois aussi dans le chat Samuel Baudreau qui a posé « Quelle est la portée du Starlink sans le relais, sachant que les machines reviennent à intervalles réguliers au camion de service? » Bonne question. Dans l'implémentation ici, le routeur, donc ce qui émet ton signal sans fil, il est dans le camion de service. C'est un routeur qui peut ne pas être à l'extérieur aussi, il est conçu vraiment pour l'intérieur. Donc, c'est sûr qu'il y a des pertes de performance lorsqu'on doit avoir un signal qui passe au travers d'un camion de service, une cage en métal. Malgré ça, ça se rend à l'extérieur, c'est relativement fiable. Si ta machine s'arrête à côté de ton camion de service, comme par exemple celle ici qu'on voit sur le côté, là, elle aurait un signal. Ouais. Fait que ça peut se rendre à quelques pieds. Il y aurait des façons là, quand même de protéger des intempéries ton routeur Starlink puis de l'amener un petit peu à l'extérieur. Puis dans ce cas-là où tu as beaucoup moins d'obstruction, je dirais un 50 à 100 pieds sans aucune obstruction. Avec du sans fil, là, ça devient un petit peu moins bon dès que tu passes au travers là, des branches puis des arbres. Si je peux me permettre, Maxime, on en fait des tests, on enroule des entrepreneurs avec un Starlink sans réseau externe. C'est opérationnel, mais c'est vraiment le camion de service dans un rayon de peut-être 20-30 mètres là, aux alentours où on a une connexion qui se fait. Puis souvent, quand on va de côté, elle n'est pas bonne. Quand on est en ligne avec la porte derrière du camion puis la porte est ouverte, ça fonctionne mieux. Donc, c'est pour des communications quand la machine retourne au camion. C'est quelque chose qui est réalisable, mais on perd très rapidement la connexion. OK. Merci. Je pensais au coût-bénéfice versus avoir l'antenne pour obtenir l'Internet jusqu'à 500 mètres de ligne de vue. Là. C'est quoi le coût de cette antenne-là supplémentaire versus si juste le fait qu'ils reviennent à tous les midis, toutes les fins de chiffre au camion de service pour la transmission de données? Oui. Ce qui est ici, là, le mât, le routeur, les antennes, je dirais peut-être 500 $. Oui. OK, merci. C'est raisonnable. OK. Yves, avais-tu une question? Non, ça a été répondu parce qu'en réalité, c'est toutes les questions qui sont soulevées. Ça fait partie de la démarche que Maxime suit lorsqu'il est avec une entreprise qui est intéressée à assurer la connectivité, à savoir quels sont les besoins. Ça part toujours des besoins de l'entreprise. OK, merci.
Merci beaucoup, Yves. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, là, je vais vous présenter notre projet OTN. N'hésitez pas à poser des questions pendant que je présente, pas obligé d'attendre à la fin. Je veux que ce soit, j'aimerais ça que ce soit dynamique, sur des questions en cours de chemin. Ça va me faire plaisir. Donc, donne-moi une petite seconde, on va aller chercher cette présentation-là. On est ici, super. OK. Donc, transformation numérique, je vais vous parler un peu de pourquoi est-ce qu'on investit là-dedans. Bon, vous savez tout le monde, on a des problèmes de main-d'œuvre, on essaie d'optimiser l'efficacité de chaque employé, de chaque personne qui travaille. On a aussi une main-d'œuvre vieillissante. Donc, main-d'œuvre vieillissante, on a des jeunes, puis ce que je dis souvent un peu à tout le monde, c'est que la technologie, c'est une excellente façon de pallier de l'expérience. Donc, nos jeunes avec peu ou pas d'expérience, on est capable de les supporter et de les rendre beaucoup plus efficaces avec l'aide de la technologie. On a des données qui sont générées par nos machines de récolte, puis machines de récolte, c'est en général, mais pour nous, ça va être beaucoup tout ce qui est multifonctionnel et processeur. Ces données-là ne sont pas utilisées. Je marque ici, il y a plein de potentiel, mais généralement, c'est pas utilisé du tout ou presque pas. Ces données-là sont générées depuis qu'on travaille avec des multifonctionnels ou presque. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'on a ces données-là en dessous de la main et qu'on s'en sert pas. Bon, nos technologies numériques, bon, ça évolue excessivement rapidement. L'exemple de Maxime avec le Netcom et le Starlink, là, ça a été vraiment un grand changement dans la dernière année et demie. Là. Puis ça va augmenter beaucoup notre efficacité au travail. Donc, notre transition numérique des opérations forestières, on a 3 volets de notre côté au niveau du projet OTN. Sensibilisation, donc au niveau de l'industrie au complet, c'est Yves qui est en charge de ça. Donc, c'est pour ça aujourd'hui en partie qu'on fait un webinaire, donc pour que vous soyez conscient de qu'est-ce qu'FP Innovation fait dans ce dossier-là. Connectivité, donc vous avez entendu Maxime, analyse, recommandation, territoire donné. Soutien aux entrepreneurs, ça c'est mon dossier à moi. Donc, ce qu'on veut faire de notre côté avec le projet OTN, c'est un développement d'un diagnostic numérique pour entrepreneurs forestiers. Vous allez voir un petit peu plus tard là, en quoi est-ce que ça consiste, ce diagnostic numérique-là. Donc, au niveau du support des entrepreneurs, donc, je disais, peu d'entrepreneurs ou pas d'entrepreneurs utilisent leurs données de tête de façon efficace ou pas du tout. Puis l'extraction, puis la structure de ces données-là, ça varie d'une tête à l'autre, d'une version de logiciel à l'autre, puis ça peut être assez complexe de mettre tout ça en ordre. Donc, le mandat de notre côté, c'est quoi? C'est de développer une méthode pour aller chercher ces données-là puis les utiliser de façon efficace. La méthode à laquelle on est arrivé, on l'a appelée amoureusement la stratégie à 3 volets. Il y a 3 choses qu'il faut prendre en charge avant d'utiliser de la donnée numérique. La première, il faut garantir la précision. Il faut gérer ensuite la standardisation des données. Et finalement, il faut se trouver un moyen de communication efficace. Il n'y a pas de 1, 2, 3, parce qu'il n'y a pas d'ordre spécifique. Mais ces 3 volets-là sont vitaux. Si vous décidez, vous autres, que finalement, la standardisation des données, vous n'avez pas besoin de ça, vous avez un projet qui est voué à l'échec. Même chose. Donc, il faut absolument avoir ces 3 volets-là pris en charge pour pouvoir utiliser de façon efficace nos données numériques. Bon, quand on parle de garantir la précision des données, c'est quoi? Là, on va parler de notre processus d'étalonnage, mais ce que je veux souligner avant ça, c'est que la précision de la machinerie, donc de nos têtes de multifonctionnels, 80% de la job, c'est de la maintenance. Donc, c'est des têtes qui sont en bon état de marche. Le dernier 20%, ben là, ça va être notre processus d'étalonnage. Je dirais que la plupart du temps, nos contracteurs, l'entretien préventif, ils sont là ou presque là. Donc, il leur manque quelques petites affaires. Donc, ils sont généralement assez bons pour ça. C'est au niveau du processus d'étalonnage, de la calibration qui en manque un peu. Donc, un processus de calibration, c'est fait il y a deux étapes distinctes là-dedans. La première étape, c'est une mesure de contrôle. Mesure de contrôle, c'est quoi? Ben, c'est un test qu'on va aller faire relativement fréquemment. Donc, une à 2 mesures de contrôle par semaine. Plus que vous en faites, mieux c'est. Qu'est-ce qu'on va aller faire? C'est qu'on va aller se prendre 1 à 2 heures et on va aller valider la précision de notre tête. Donc, qu'est-ce qu'on va aller voir là-dedans? Je veux de la précision au niveau de mes mesures de diamètre et des mesures de longueur. Les métriques qu'on vous propose à l'écran ici, là, donc 80% des mesures de diamètre dans un intervalle de plus ou moins 6 mm, 80% des mesures de longueur dans un intervalle de 2 cm. On est arrivé où avec ça? Je dirais que c'est de l'expérience. Donc, ce protocole de calibration-là, ça fait 4-5 ans que je l'applique un peu partout au Québec. Les métriques que vous voyez là, on va avoir des résultats fiables au niveau de longueur, diamètre et volume, mais c'est quand même des résultats qui sont relativement atteignables pour nos contracteurs. Donc, on veut vraiment un beau mélange de
précision, mais quelque chose aussi d'efficace. Donc, je ne veux pas que mon contracteur passe la semaine à calibrer sa machine. Il faut qu'on mette du bois sur le bord du chemin aussi. Donc, le protocole qu'on vous propose, il a été prévu puis testé, puis il est en application en fonction d'un contexte opérationnel. Donc, si jamais notre machine, on se rend compte que on n'est pas dans notre standard. Là. On n'a pas 80% de nos mesures de diamètre dans notre intervalle, on est à 50%. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, la première chose à regarder, c'est la maintenance, s'assurer que la tête est en bon état de fonctionnement. Si ce n'est pas le cas, ben, on va aller vers un étalonnage complet de la tête. Donc, un étalonnage complet, c'est quoi? C'est 10 à 20 arbres. Je veux rappeler que tout ce qui est calibration, longueur, diamètre, notre outil de travail, c'est le vernis électronique. Ça nous prend absolument ça pour travailler. Essayer de faire sauter pas mesurer, puis à l'œil, c'est pas le niveau de précision qu'on va aller rechercher. Puis aussi, ben, pourquoi on garantit la précision? C'est parce qu'on veut que tout le monde ait confiance à cette donnée-là. Je veux que mon contracteur ait confiance à ce qu'il va déclarer. Je veux que notre donneur d'ouvrage ait confiance au volume que notre contracteur va donner. De notre côté, on sait qu'on va être capable de se fier aux chiffres qui sortent de là. Puis si jamais le propriétaire du terrain veut savoir qu'est-ce qui se passe sur son terrain, ben, on va être capable de garantir cette donnée-là. Puis la façon de le faire, c'est qu'à chaque fois qu'on utilise notre vernier pour faire soit une mesure de contrôle ou une calibration, on a un fichier qui vient avec. Donc, on va être capable de suivre en temps réel la précision de notre machine. Notre deuxième volet, standardisation des données. Comment est-ce qu'on fonctionne? Donc, on utilise un logiciel qui s'appelle Sylvia 7, qui est produit par la compagnie CGI. Donc, Sylvia, c'est quoi? C'est un petit morceau de software. Puis la seule chose que ça fait, c'est que ça construit ce qu'on va appeler des listes de prix, donc des fichiers APT dans notre Stanford classique ou des packages ENV dans notre Stanford 2010. CGI et Sylvia, c'est pas lié à aucun équipementier, donc c'est universel. On n'est pas pris avec une jaune ou une rouge ou une verte. On est capable de le faire pour toutes les machines. Puis c'est un logiciel qui est relativement facile d'utilisation. Petit inconvénient pour Sylvia, c'est que le support technique est difficile à trouver. Le support technique chez FP Innovation, on va vous l'offrir, mais vous n'avez pas 50 options de ce côté-là. Puis aussi, l'autre affaire qu'il va falloir valider, c'est que ça gère seulement les systèmes qui sont en optimisation. Donc, les systèmes qui fonctionnent avec du façonnage par priorité ou par présélection, va falloir les updater. Donc, souvent, les compagnies vont vous proposer un update de logiciel pour aller faire d'optimisation. Je dirais qu'au Québec, c'est pas trop un problème. Ailleurs dans le pays, on voit que les gens sont attachés leur façonnage par priorité. C'est le saut à l'optimisation, généralement, c'est pas un gros combat. Puis la plupart du temps, c'est même déjà fait. Comment ça fonctionne, Sylvia? Donc, le principe, dans le fond, c'est de se créer, je vous ai mis ça en anglais, la création d'un template par controller. Donc, un controller, c'est une famille de logiciels. H16, c'est les familles pour Waratah et John Deere. Opti4G, c'est les Ponce. Logmate 500, 510, c'est pour les têtes Logmax. Et il y en a tout plein d'autres. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se crée un template avec absolument tous nos produits là-dedans. L'idée, c'est qu'en ayant un template complet, après ça, quand on va aller préparer une liste de prix pour, disons, le lac blanc, bien, tout ce qu'on a à faire, c'est aller rentrer l'information spécifique pour le lac blanc. Là, vous vous demandez, bon, pourquoi est-ce qu'on standardise des données? Je vais vous faire un bon exemple avec un feuillet d'inventaire. Donc, tout le monde a déjà vu un feuillet d'inventaire. On marque son nom en haut à droite, la date en haut à gauche, les coordonnées GPS de l'autre côté. La date, moi, je l'ai écrit aujourd'hui, on est le 24 mars, fait que je l'ai marqué 24-03-2023. Maxime, lui, de l'autre côté, il a commencé ça à l'envers, il a mis 2023, 03-24. Il y a un Américain de l'autre côté, il a mis le mois à 20 journées. Donc, ça nous fait une date, 6 façons différentes de l'écrire. Vous voyez ce que je veux en venir avec ça. C'est parfaitement inutilisable dans une base de données. Ça nous fait un bordel incroyable. Donc, notre standard Stanford-D, c'est exactement comme notre feuillet d'inventaire. Donc, toute l'information est placée au même endroit. Mais comment est-ce qu'on popule cette information-là? Bien, c'est Sylvia qui va nous faire ça. Donc, avec Sylvia, on va être capable d'avoir des noms d'essence standardisés, des codes d'essence standardisés, nom d'entrepreneur, numéro de machine, numéro de contrat, nom de secteur, UAF, toute l'information que vous voulez structurer, bien, vous le faites avec Sylvia. Donc, il faut qu'il y ait une personne avec un template. Donc, on va être capable de créer cette information-là standardisée pour après ça la traiter de façon automatique ou presque. S'il y en a qui ont déjà joué ici avec des données de tête pas standardisées, vous comprenez c'est quoi la douleur de ça. Il faut tout aller nettoyer parce que généralement, ce qu'on demande dans l'industrie en ce moment, c'est le propriétaire, donc l'entrepreneur forestier ou même l'opérateur qui va préparer sa liste de prix. La liste de prix, ça a deux fonctions. La première fonction, c'est de
mettre le bois sur le bord du chemin, bon diamètre, bonne longueur. Nos entrepreneurs sont très bons pour faire ça. La deuxième fonction, mais c'est la gestion de la donnée, la standardisation des données. En ce moment, c'est juste un grand vide. Donc, on va aller gérer ça avec Sylvia. Ce qu'on a utilisé dans le moment pour notre standard, on a utilisé les noms d'essence, les codes d'essence du mesurage. Donc, on s'est basé sur une approche très provinciale. Donc, pas mal toutes les compagnies avec qui on a fait affaire dans la dernière année utilisent très exactement le même standard. Et l'idée, c'est d'avoir une donnée qui va être sensiblement pareille, que ça vienne de l'Abitibi, de la Gaspésie ou du Lac-Saint-Jean. Ensuite de ça, bon, c'est bon. Ça, on a fait le tour beaucoup sur la standardisation. Maintenant, nos options de communication. Je vais passer vite parce que Maxime a déjà fait un bon tour là-dedans, mais finalement, on a deux options de notre côté. On en aurait une troisième que je ne vous conseille pas, là. La bonne vieille option de bottine et clé USB. Ça fonctionne jusqu'à temps que ça ne fonctionne plus, qu'on manque de monde, ce qui arrive souvent, qu'on n'ait pas le temps, que quelqu'un oublie. Donc, se fier sur quelqu'un pour y penser, ou du moins plusieurs personnes pour penser de faire des extractions manuelles avec des clés USB. L'option numéro 3, je ne la prends même pas en compte, on la met de côté. Notre option numéro 1 de notre côté, c'est de connecter nos machines sur un réseau Internet avec l'aide de Starlink. Donc, la stratégie là-dedans, c'est qu'on va la regarder au niveau de nos fichiers qu'on veut. Donc, pour l'instant, de base, nous, ce qu'on veut, c'est des fichiers de production. Donc, des bases de données avec chaque ligne, c'est une bille avec toute l'information qu'on a structurée dans notre liste de prix. Puis l'autre information qu'on veut, c'est nos fichiers de calibration. Donc, s'assurer que nos machines sont précises. Peu importe la compagnie, on est capable d'aller faire des enregistrements automatiques de ces fichiers-là, mettre ça sur un répertoire sur l'ordinateur. Puis, il ne faut pas oublier que la plupart des ordinateurs qui sont embarqués, qui vont gérer la tête, ça reste un PC qui roule avec Windows. Donc, la gestion de ça, enregistrement automatique sur un répertoire. De notre côté, on a développé un petit outil qu'on appelle le Gizmo qui envoie des données. Ce Gizmo-là, on installe ça sur les ordinateurs de bord. Puis cette petite bête-là, ça se réveille à toutes les 5 minutes. Puis à toutes les 5 minutes, ce que ça va faire, c'est que ça va regarder dans notre répertoire où ce qu'on a enregistré de données, est-ce que j'ai des données? Oh, oui, j'ai des données, j'ai des fichiers de production, puis j'ai un fichier de calibration, puis ça ramasse ça. Ensuite de ça, ça va regarder est-ce que j'ai de la connexion Internet. Donc, est-ce que je suis assez proche du camion de service pour avoir une connexion Internet? Oui, parfait. Ça va nous envoyer ça de façon automatique sur le cloud d'FP Innovation. Ou après ça, nous autres, on le redistribue où le client le veut. Si vous le voulez par courriel, on va vous l'envoyer par courriel. Si vous avez une plateforme pour valider cette donnée-là, on va vous l'envoyer là. Si vous voulez sur votre plateforme cloud, on va vous l'envoyer là, il n'y a aucun problème. Donc, notre médium, c'est Internet, puis on envoie ça de façon automatique vers le cloud. Une fois que ces données-là sont envoyées, notre petit Gizmo va nous mettre ça gentiment dans un dossier, un sous-dossier dans notre répertoire d'archives. Donc, on est capable de, si on a un problème avec un envoi, d'aller rechercher notre donnée qui a été extraite de façon automatique. Option de communication numéro 2, le data muling. Donc, au lieu de se servir d'une clé USB, on va se servir d'un téléphone cellulaire. Donc, il y a des solutions commerciales qui existent. Donc, l'idée, c'est avec une petite clé USB, c'est de créer un Wi-Fi local autour de l'ordinateur de bord et de connecter par Wi-Fi ou Bluetooth notre cellulaire pour aller extraire la donnée. Une fois que la donnée est sur notre téléphone, avec les applications commerciales que je vous parle, elle va s'envoyer de façon automatique du moment qu'on va avoir du réseau Internet ou cellulaire. C'est une option qui est efficace. Des fois, notre option 1 avec un Starlink au truck de service, ça ne va pas aller directement avec toutes les structures des contracteurs. On a un bon exemple avec une équipe avec qui on a travaillé cette année où c'était une grosse équipe et le camion de service, c'est généralement à 1 ou 2 kilomètres des machines. Donc, les machines ne retournent jamais au camion de service. C'est plus la camionnette là, du mécanicien qui servait de camion de service en tant que tel. Donc, le data muling peut être une bonne solution pour ça. Le problème, selon moi, du data muling et toutes les solutions du genre, c'est qu'il faut que quelqu'un y pense. Donc, du moment où on se fie à ce qu'un humain pense à faire l'extraction des données, on peut en avoir des très bonnes, mais aussi on peut avoir des résultats assez mitigés dépendant de l'implication ou juste des personnes avec qui on travaille. Bon, donc on a regardé nos 3 volets, précision, standardisation et communication. Ce qui nous manque finalement pour mettre de la valeur à cette donnée-là, c'est la sélection d'une plateforme. Vous avez des solutions commerciales pour ça. Trimble, Styx, Sylvismart, CGI. C'est 4 compagnies qui offrent des solutions commerciales efficaces qui sont déployées ailleurs sur la planète. Puis il faut que nos donneurs d'ouvrage, il faut que nos usines aient une plateforme parce qu'aller
aller travailler sur cette donnée-là, s'assurer qu'elle soit précise, que nos machines soient parfaitement calibrées, que le standard est appliqué. Si on ne va pas mettre de la valeur là-dedans, on fait pas qu'on le fait pour rien parce qu'on va aller gagner quand même au niveau de notre précision, pas au niveau de notre production, mais le gros de la valeur, il est dans l'utilisation de ces données numériques-là. Qu'est-ce qu'elles font nos plateformes? Elles vont nettoyer nos données. Donc, si vous avez des petits problèmes avec votre standard, vous êtes capable d'aller nettoyer vos data puis aller travailler à la source pour s'assurer que ça ne change pas, stocker les données et les présenter. Donc, c'est des dashboards pour de la logistique, suivi de production. Il y a un paquet d'affaires qui vient avec ça. Ce qu'on pose beaucoup à nos clients, c'est allez vous chercher une plateforme, vous en avez besoin d'une parce que le gros de la valeur de ce côté-là, il est du côté de l'utilisation de la donnée, non pas juste de la structure. Donc, les avantages de notre stratégie à 3 volets. Bon, au niveau du processus de calibration, c'est une donnée précise. Tout le monde a confiance. Donc, c'est des mesures de contrôle à tous les 2 jours. On sait exactement qu'est-ce qui sort de la machine. On sait exactement à quoi s'attendre au niveau des volumes, de la précision des produits, longueur, diamètre, fin bout, etc. Des produits qui répondent aux standards de l'usine. Bon, l'usine est contente, elle a exactement ce qu'elle voulait. Puis généralement, nos contracteurs aussi sont contents parce que, pas partout, mais dans bien des cas, on a des bonus liés à la qualité du façonnage. Puis si nos contracteurs appliquent notre processus de calibration puis rentrent dans le standard qu'on leur présente, les requêtes de qualité à l'usine, ils vont les avoir assez facilement. Puis aussi, c'est des machines qui sont entretenues adéquatement. Je vous disais tantôt, 80% du travail sur de la précision, c'est de la maintenance, c'est pas de la calibration. Donc, si une machine n'est absolument pas entretenue, tout est lousse, on pourrait calibrer ça toute la semaine, on n'arrivera à rien. Donc, on va pousser nos entrepreneurs à faire de la maintenance préventive au lieu de réactive. Au niveau de la standardisation, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Données faciles à traiter. Puis possibilité de traitement automatique, même c'est l'idéal, c'est ce qu'on va les faire, c'est justement du traitement automatique. Uniformité de la donnée, je disais secteur, machine, peu importe où ce qu'on va être dans la province, la structure devrait être la même ou à peu près. Puis ce que ça va nous permettre, c'est des historiques de coupe. Donc, d'avoir ces données-là, en plus d'avoir, comme je disais, toute l'information, on va aussi aller mettre des antennes GPS dans nos machines. Donc, chaque tige récoltée va être géoréférencée. Puis, on enlève la responsabilité de la structure d'information à nos opérateurs et à nos contracteurs. Donc, moi, ce que je veux, c'est que mon opérateur il opère la machine, la gestion de la base de données, on va s'en occuper de notre côté. Au niveau des communications, l'automatisation de la sauvegarde et de l'envoi, on enlève tout ce qui est erreur humaine. Puis aussi, de l'autre côté, ce que Maxime vous parle un peu, on a beaucoup de bénéfices collatéraux à communication. Donc, nous autres, ce qu'on fait, c'est des données, mais on connecte notre entrepreneur directement avec le monde, du service en direct. Petite anecdote comme ça, cet hiver, on a un ordinateur de bord qui la base de données s'est corrompue, il a fallu réinstaller le logiciel embarqué. On était 330 km en haut du dernier village au nord du lac Saint-Jean. Ça s'est fait en à peu près 1 heure. Puis le technicien de la compagnie, lui, était 200 km dans le bois à Chibougamau, entre deux Starlink. Donc, juste ça, ce que ça l'a sauvé pour l'entrepreneur, il a payé son Internet, je pense, pour 2 ans. Je fais un petit exemple concret pour un entrepreneur. Qu'est-ce que ça peut apporter? Les chiffres-là, c'est pas des chiffres inventés, c'est pas des chiffres absolument réels non plus, mais c'est une bonne idée là, des gains moyens qu'on peut aller regarder de ce côté-là. Donc, avec une maintenance proactive puis une tête qui fonctionne de façon optimale, là, ce que je vous dis, pas de lousse nulle part, nos couteaux coupants, une machine qui va vraiment fonctionner comme elle est supposée fonctionner, on est capable d'aller sauver peut-être 1 litre à l'heure au niveau de notre carburant. Donc, à 3500 heures productives par année, ça nous fait 3500 litres de carburant d'économiser. Au niveau de l'augmentation de la précision des longueurs, donc cet entrepreneur-là travaillait pour une usine qui offrait des bonus de longueur, puis il n'était pas tout allé les chercher historiquement. Donc pour lui, c'est un 25 cents de plus du mètre cube à 60 000 mètres par an qui est allé chercher de ce côté-là. Une autre affaire qui est un peu, c'est pas intangible, là, mais on n'est pas capable de mettre des dollars ou des dollars par mètre cube, mais c'est maintenant parce que sa machine est précise et parfaitement bien calibrée. On a des avances qui sont payées à 95 %, donc moins de problèmes de cash flow. Il n'y a pas de surprise sur sa production. En finissant chaque semaine, il sait très exactement combien il va être payé et qu'est-ce qu'il va avoir à la fin de l'année. Donc, beaucoup plus facile d'être réactif au niveau du contracteur s'il y a des problèmes, ou même si ça va bien, mais de savoir que ça va bien. C'est ce que je dis en temps réel, la production de l'équipement. Je mets temps réel en parenthèse comme ça parce que c'est pas un temps réel. Généralement, ce qu'on va aller programmer dans nos ordinateurs, c'est à peu près un fichier de production
on en veut 1 ou 12 heures et au changement d'opérateur. Donc, ça nous fait au moins 4 fichiers de production par jour. C'est assez, de notre côté, c'est assez proche de réel pour qu'on appelle ça en réel. Donc, si on refait le calcul vite fait, 3500 litres, 2 piastres du litre, donc un 7 000 de diesel, 60 000 mètres cubes, 25 cents, un 15 000 au niveau du bonus de qualité. Donc, pour notre contracteur, appliquer ces processus de calibration comme il faut, puis gérer ses équipements de la bonne façon, c'est un 22 000 par an qu'il va aller mettre dans sa poche pour ne pas travailler nécessairement plus, mais travailler différemment de ce qu'il travaillait avant. Étienne, il y a une question dans le chat. Oui, peux-tu me la lire, Anne, s'il te plaît? Oui. Quelle est la fiabilité de la méthode de calibration pour le feuillu, donc du volume compilé, qui semble être le problème généralisé au Québec? Le feuillu, c'est un problème particulier. Il y a du feuillu qu'on ne sera jamais capable de travailler adéquatement avec. Puis là, je parle du gros feuillu dur, érable à sucre bouleau jaune de gros diamètre à cause de l'architecture de l'arbre. Donc, une machine, ça va enregistrer ce qui passe dans la tête. Il faut que ça soit déroulé par la machine et scié des deux bouts. Donc, si notre entrepreneur est obligé de prendre son arbre, faire une coupe de pied, lâcher son arbre, virer sa tête d'abord, ce morceau de bois-là ne sera pas enregistré. D'habitude, on essaye de ne pas envoyer nos multifonctionnels là-dedans. Tout ce qui est bois franc en général, peuplier, bouleau et ainsi de suite, si c'est déroulé par la tête, scié des deux bords, donc oui, c'est des arbres qui ont plus de postes, sont un petit peu plus croches, mais on a testé le processus de calibration là-dedans, puis on a des résultats qui sont assez proches de ce qu'on a dans le résineux. Donc, si vous voulez une précision, là, dans le résineux en ce moment, ce qu'on estime là, avec le protocole de calibration qu'on a, la différence entre les résultats en masse-volume, quand on a vraiment un facteur par contracteur et nos volumes de tête, on est en dedans de 2 tout le temps. Pour le feuillu, je dirais qu'on pourrait se donner une tolérance de 4 5 puis on y arriverait. Donc, on a quand même une méthode qui est très précise. J'espère que ça répond à la question. Vous pouvez ouvrir votre micro pour intervenir. Là. Oui, merci beaucoup. Super, content. Donc, application pratique de cette donnée-là, suivi des volumes, donc paiement des avances pour notre contracteur, comme je disais, donc avoir ça paye le plus, donc nos avances au lieu d'avoir des 80-75% puis du doute sur le reste, moi je veux des avances qui sont le plus proches possible de la réalité. Suivi de la production, donc au niveau de nos opérations, mais pour notre contracteur aussi, on est capable aussi de géolocaliser cette production-là. Donc, je ne suis pas capable d'avoir par empilement en bord de route très exactement les produits, mais comme on a une coordonnée GPS pour chaque tige qui est récoltée, il ne faut pas oublier que c'est la coordonnée centre de la machine et non tête, donc ça nous donne des lignes de points, mais c'est quand même une information qui est très intéressante. Puis on a des inventaires détaillés en bord de route, donc pour un tronçon de chemin, on est capable de savoir très exactement qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Données à valoriser à l'usine, prévision des approvisionnements, logistique de transport. Donc, si notre usine a un besoin particulier pour sapin, épinette, tel produit, telle dimension moyenne, on a une très bonne idée d'où est-ce que c'est là-dessus. Puis aussi, d'ajuster nos listes de prix en fonction de notre production, nos carnets de commandes, puis des demandes du marché. Puis aussi, du côté de l'aide à la planification, comme je disais, on va se bâtir des historiques par secteur, par peuplement géoréférencé, des produits, du détail. On serait capable, puis là, je nous projette dans un futur. Donc, une fois qu'on va avoir des historiques, on va être capable de commencer à faire de la prédiction au niveau de nos produits, notre production, la qualité qu'on va avoir, des pertes qui vont rester sur le terrain. Ça peut servir et ça sert en ce moment dans nos pays scandinaves pour des bonifications des inventaires conventionnels. Mais pour ça, ça prend des données historiques assez complètes. Il faut commencer de notre côté. Puis du niveau de nos industriels, ça peut être un bon aide à la décision pour le BMMP. Une fois qu'on a des bons historiques de courbe, on est capable de voir qu'est-ce qu'on a fait dans le futur et qu'est-ce qui devrait sortir avec ce qu'on a sur nos BMMP. De notre côté, chez FP Innovation, on a parlé plein d'utilisations de cette donnée-là. Notre objectif chez FP, c'est de développer un diagnostic digital. C'est quoi un diagnostic digital? Donc, notre outil de base pour cette année, ce qu'on voulait, c'est développer un tableau de bord spécifique avec les indicateurs que vous voyez. Mais éventuellement, notre objectif, c'est d'automatiser la lecture de ces indicateurs-là. Donc, on ne veut pas que nos industriels ou nos équipementiers passent des journées à regarder un tableau de bord et essayer de détecter des anomalies. On veut que notre tableau de bord, avec l'intelligence artificielle des algorithmes, détecte les anomalies et avertisse
nos entrepreneurs forestiers si on a des comportements ou des données qui semblent problématiques. Donc ça, c'est notre produit final d'un côté. Pour ce produit final-là, on a besoin des données qu'on est capable d'utiliser. Donc, vous voyez, la donnée est centrale. La stratégie à 3 volets permet l'acquisition de la donnée. Excusez-moi. De notre côté, nous autres, c'est un diagnostic digital qu'on veut, mais il y a beaucoup de bénéfices collatéraux à l'acquisition de cette donnée-là au niveau du contracteur, de l'industriel, puis des propriétaires forestiers. Avez-vous des questions? J'ai mis ça un peu sur le turbo à la fin. J'ai vu que j'avais pris plus de temps que j'étais supposé. Là. Oui, Clément? Oui, bonjour Étienne. J'ai 2 questions. La première, quelles sont les grandes lignes de la politique sur la confidentialité des données qui vont sur le cloud de FPI quand vous faites des transferts de données, tout ça? J'imagine que vous avez pensé à la protection des données, la confidentialité, tout ça. Comment ça fonctionne dans les grandes lignes? Pour l'instant, on a une entente avec nos industriels. Donc, du côté d'FP Innovation, nous autres, on se garde on se garde un droit de vue sur la donnée pour 1 an pour justement bâtir notre service de diagnostic digital. Le propriétaire de la donnée de base, c'est notre entrepreneur forestier. Au niveau de la présentation de ces données-là sur les plateformes, tout ça, c'est anonymisé par la plateforme. Donc, si toi, Clément, tu fais l'acquisition de la plateforme de CGI, puis tu veux montrer ça à tes contracteurs, ben, les contracteurs n'auront pas accès, le contracteur A n'aura pas accès à la donnée du contracteur B et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment structuré de ce côté-là. Ça n'a pas été mis au niveau contractuel, par exemple. Donc, en ce moment, c'est vraiment des ententes d'acquisition de données. Nous autres, on se garde un accès pour 1 an, puis le client s'occupe de présenter la donnée comme il le veut. OK. Et la plateforme Forac ID, ça a-tu été réfléchi un peu d'introduire ça là-dedans ou c'est une plateforme qui est trop expérimentale, Forac ID? Forac ID, aux dernières nouvelles avec Forac, c'est pas Forac ID n'a pas de visée commerciale. Donc, c'est plus des visées de recherche pour le consortium Forac. De notre côté, on est vraiment en application commerciale, donc du suivi d'opération, on n'est pas, ce projet-là d'FP Innovation n'est pas du côté recherche, on est vraiment plus en transfert technologique. Okay. Mais on a des données qui commencent à populer Forac ID là, de par un de nos clients qui nous en a fait de la demande. Là. Donc, si tu veux t'intéresser, tu pourrais te demander à Forac de ce côté-là, mais encore là, cette donnée-là, comme elle ne nous appartient pas, nous autres, on l'a juste transférée. OK. C'est bon. La deuxième question, c'était dans ton environnement, Étienne, avec l'expérience que tu as, est-ce que là, on parle, OK, il y a l'atteinte de plus facile de la bonification qu'on connaît sur les défauts, notamment les longueurs. On peut aller chercher de l'argent là-dessus. As-tu été témoin de systèmes de bonification innovants qui est capable de faire refléter la valeur du bois à l'usine, la valeur que peut avoir du bois bien standardisé, du bois bien tronçonné, tout ça, quelle valeur ça a à l'usine? Est-ce qu'un entrepreneur a pu bénéficier de cette valeur-là à quelque part dans ce que tu as vu? Ça peut être à d'autres places au Canada ou... tu sais bien, c'est quelque chose avec lesquels je pousse beaucoup. Donc, on a la plupart des efforts au niveau de la gestion de la précision viennent des contracteurs. Faut qu'ils en trouvent leur compte là-dedans. Personnellement, on en parle avec nos clients. On essaie de les sensibiliser là-dessus. Je pense qu'il y a des tests qui sont en train de se faire, mais je n'ai pas eu à date de gros changements 180 degrés au niveau de la conception du bonus. Je pense que c'est quelque chose qui se discute parce que les entrepreneurs sont de plus en plus connectés, ont une association, ils savent que, bon, ils commencent à être conscients de leur rôle là-dedans. Ils veulent mettre l'effort, mais ils veulent aussi aller chercher le bénéfice. Donc, ça se discute, mais je n'ai pas rien d'officiel pour le moment. OK. C'est bon. Bon, merci. Plaisir. Une autre question de Guy Genoux. Oui, bonjour, merci. Je pense que pour compléter, Étienne, ton commentaire, là, il y a un gain à aller chercher si les têtes sont bien calibrées pour. Si on fait du 9 et 1, puis finalement la machine sort tout le temps du
9,3, 9,4, ben, il y a une perte effectivement à ce niveau-là. Il y a un gain immédiat là. Ma question était sur le logiciel Sylvia, donc Sylvia 7, qui est la dernière mise à jour, est sortie en 2015. Puis pendant que tu parlais, j'ai été fouillé un petit peu. Là. Il ne semble pas avoir trop de services, comme tu mentionnais. Est-ce que c'est un risque que ce logiciel-là soit discontinué ou qu'il n'y ait plus de service dans les années à venir? Puis avez-vous regardé, j'imagine que vous avez regardé pour des alternatives, mais de quoi développer à l'interne ou autre? Là? Oui, puis Sylvia, c'est un vieux logiciel. Puis pourquoi ça n'a pas été redéveloppé? Parce que CGI propose une suite de logiciels plus complet. Donc, je parlais tantôt de plateforme. Donc, dans leur plateforme, eux autres, c'est un service qui est modulaire. Puis un de leurs modules, c'est création de liste de prix. Donc, Sylvia 7, c'est un peu comment je te dirais ça, un dinosaure de ce côté-là, mais c'est un dinosaure encore efficace. Dernière communication qu'on a eue avec CGI, ils n'ont pas l'intention de couper le service là-dessus. Ils font encore les updates. Donc, on vient de sortir le Stanford 2010 4.0. Ils vont l'updater dans Sylvia. Je ne pense pas qu'on va perdre le service de ce côté-là. Je pense juste qu'avec le développement des plateformes, les solutions pour gérer des listes de prix vont se diversifier. Ils sont déjà diversifiés. Donc, CGI a fait une solution avec leur plateforme. Chez Trimble a fait une solution avec leur plateforme de ce niveau-là. C'est modulaire. Là. Donc, tu vas chercher une interface machine, tu vas chercher une interface bureau de la géométrique, mais tu vas aller chercher aussi une extension de logiciel pour la préparation des listes de prix. Mais ça va aller... on utilise Sylvia, pourquoi? Parce que c'est efficace. C'est pas cher, puis ça fonctionne avec tout. Si je voulais aller chercher le module on va prendre de Trimble, par exemple, puis je voulais aller préparer ça, mais je voulais la plateforme Sylvia, c'est pas quelque chose qui est fonctionnel. Pas Sylvia, excuse-moi, CGI. Donc, Sylvia, c'est vraiment notre point d'attache. C'est probablement pas la meilleure solution de gestion pour des grosses flottes. Donc, si, mettons, j'avais 100 machines, je penserais peut-être à aller chercher un des modules de soit Trimble, soit CGI. Pour des petites compagnies, c'est vraiment une belle solution efficace. Parfait, merci beaucoup. Et on a encore le temps pour quelques questions. OK. Semble qu'on a atteint la fin des questions. Donc, Yves, si tu veux nous donner... Oh, on a une question de Samuel Boudreau. Oui, bonjour Étienne. As-tu des exemples que tu peux nous présenter du tableau de bord? Ou... Non, parce qu'il est encore en développement, notre version de tableau de bord. Nos gens bureaux sont en train de finaliser ça là. On voulait l'avoir d'opérationnel pour le début de la prochaine saison. Dès que c'est opérationnel, Samuel, par exemple, je vais te recontacter et je te présenterai ça. C'est bon, merci. OK. Yves? Bon, de toute façon, je pense que ceux qui participent au webinaire, si vous avez d'autres questions, vous avez les contacts de nos chercheurs, puis vous pouvez toujours les contacter directement là, pour aller obtenir des explications, plus de précision sur leur présentation. Je voulais, avant de compléter le webinaire, je voulais quand même signaler que dans le cadre du Carrefour Forêt, que le ministère des Ressources naturelles et des Forêts organise dans la semaine du 24 avril cette année, il y aura un colloque sur la modernisation du secteur forestier qui s'appelle l'approvisionnement forestier, modernisé, innové, sensibilisé. FP Innovation a collaboré avec le ministère et d'autres organisations pour ce colloque-là. Et il y aura davantage de détails qui pourront être donnés. Et également, dans le cadre du Carrefour Forêt, Maxime Tanguay-Laflèche va donner une démonstration terrain sur les aspects connectivité en forêt. Et ça, ce sera le jeudi 27 avril en après-midi dans le cadre d'une visite organisée par la forêt privée. De toute façon, toute l'information disponible pour cette prochaine étape, qui est le Carrefour Forêt, est disponible sur le site Internet du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.
Comme on a dit au début de la rencontre, le webinaire est enregistré. L'objectif de ça, c'était vraiment de pouvoir rendre accessible au maximum d'entrepreneurs possible de pouvoir visionner les présentations, sachant que ces gens-là sont en train de payer des machines, puis ils sont en train de compléter leur semaine probablement dans de l'entretien et tout ça. Mais je demanderai à chacun si, lorsque ce sera disponible, on va vous le faire circuler le lien pour avoir accès aux vidéos et de faire circuler ça dans vos circuits. Fait que il me restera à vous remercier tout le monde pour votre participation. Un grand merci Maxime, un grand merci Étienne et également Anne pour l'organisation de ce webinaire-là. Et comme je disais... On a encore une question. Ah, d'accord. Oui. Clément? Désolé, Yves. Étienne, dans le tableau de bord, et ma question est venue juste après. Dans le développement du tableau de bord, est-ce que je vois qu'il n'y a pas d'analyse de temps et mouvement? Si c'est le cas, oui, vas-tu en avoir une? Comment tu vois ça? On a commencé à travailler avec notre base, c'était des données de production et de précision. On va commencer à tester avec nos fichiers d'Operational Monitoring, donc Stanford Classic DRF, Stanford 2010 MOM à partir de cet été. C'est juste que c'est une dimension qui est beaucoup plus complexe. On voulait commencer par regarder par de la production et précision, puis on veut ajouter éventuellement nos données de temps, donc avec le standard Stanford encore. Parce que tout ce diagnostic-là est centré sur de la donnée Stanford qu'on est capable de gérer et de structurer de notre côté. OK. Et Stanford, la donnée Stanford va pouvoir te fournir des renseignements sur l'utilisation de la machine. Oui. OK. Puis ça se prend. Avec un GPS, on se base sur le déplacement de la machine, sur son utilisation, tout ça. On peut utiliser aussi la vibration de la machine, mais Stanford va mesurer ça comment? C'est avec les temps dans le fond, avec les temps d'arrêt, quand la machine n'est pas en mode opération, il y a du suivi de temps actif qui va demander à notre opérateur qu'est-ce que tu fais. Donc, c'est intégré dans tous les systèmes Stanford, c'est utilisé un petit peu partout. Le problème avec ça, mondialement, c'est que les données de temps, ben, les opérateurs dans bien des pays sont très frileux à partager ça. Donc, des données de production, pas de problème. Des données de précision, il n'y a pas de problème. Des données de temps, ça appartient au contracteur, puis ça reste au contracteur. Donc, la publication de ces données-là à grande échelle, elle est assez rare. Au Québec, on a un contexte particulier où généralement, nos entrepreneurs sont assez d'accord avec ce partage-là. Mais non, c'est construit dans le système Stanford, puis ça va avec l'opération de la machine si on est en mode production ou pas. OK. Donc oui, c'est différent de nos oscilloscopes ou d'aller regarder avec nos données GPS. Le but pour nous autres, c'était pas de ramasser avec 6 sources de données pour commencer. On voulait un standard, le Stanford, puis travailler avec ça. Puis dis pas que dans un futur plus ou moins lointain, on n'incorporera pas d'autres intrants au niveau de la donnée, mais on voulait conserver le Stanford comme unité de base. Et pour arriver à faire un tableau de bord, à faire une étude de temps et mouvement de la machine, ça prend du post-traitement de la donnée Stanford. Oui, effectivement. Ça prend du traitement. On a quand même notre standard qui nous aide beaucoup. Ouais, c'est ça, notre donnée de base. Puis comme je te disais tantôt, notre objectif, c'est pas d'avoir quelqu'un qui va visualiser des tableaux de bord et essayer d'analyser de la donnée. Ce qu'on va essayer de mélanger, c'est de l'intelligence artificielle puis de l'intelligence de forestier pour avoir un tableau de bord automatisé. OK. C'est bon, merci. Merci Clément. Puis ça amène justement que ce projet-là nous donne un environnement où au niveau des entrepreneurs et les donneurs d'ouvrages, ça change un petit peu la game dans leur relation. Et ça peut... il y a beaucoup de choses qui deviennent possibles avec une meilleure maîtrise suite à la formation qu'on donne aux entrepreneurs et aux donneurs d'ouvrages sur toute la méthode 3 points d'Étienne. Puis, il me reste à vous remercier tout le monde
Et puis, je vous rappelle que c'est ouvert à tous les membres du secteur forestier québécois. Donc, on a des objectifs autant de machines d'entrepreneurs qu'au niveau de connectivité. Et c'est ouvert à tout le monde. Et que merci beaucoup tout le monde.